Bien. Bienvenue donc dans cette session des webinaires du groupe Formation Continue Optométrie. Ce soir, on reçoit, plutôt aujourd'hui, on reçoit Dr Elise Gabrielle Kramer. Je vais la présenter. J'ai essayé de faire un résumé parce que, au fait, son CV est tellement, sa biographie est tellement riche que j'ai eu du mal à faire une synthèse. Donc, tout le monde se pose la question qui est Dr Elise Gabrielle Kramer. Ils sont un peu étonnés que ce soit de Miami et qu'elle intervient en français. En fait, c'est une polyglotte. Elle parle anglais, français, espagnol, italien, hébreu et portugais. Donc, je pense qu'il lui reste juste le chinois et l'arabe. Tout complet. Alors, شوية شوية مزيان. Alors, elle est Dr Kramer est une Canadienne d'origine, donc elle est de Montréal, du Québec. Elle a obtenu son OD, donc optométrie docteur diplôme à Montréal en 2012. Elle a été formée par la suite en résidence, une sorte de résidana, une sorte de spécialisation dans les maladies de la surface oculaire, la contactologie générale et de spécialité. Elle a effectué son internat concernant les maladies oculaires au Eye Centers of South Florida. Elle a poursuivi son résidence au Miami VA Medical Center avec une formation au Bascom Palmer Eye Institute, considéré comme le meilleur hôpital ophtalmologique des États-Unis. Elle est membre de la Scleral Lens Education Society, où elle occupe maintenant la chaire de l'éducation publique à la SLS, c'est-à-dire la Scleral Lens Education Society. Elle est membre de l'American Optometric Association et de la British Contact Lens Educators, de l'International Contact Lens Educators, IACL, et de l'American Academy of Optometry. Elle est aussi déléguée aux relations internationales de l'Association italienne des lentilles sclérales. Vous vous rappelez celle où est notre ami Dadi Fadel. Donc, Dr Kramer est déléguée aux relations internationales dans cette association. Elle a publié divers articles dans des revues importantes et participe à des essais de recherche clinique. Comme j'avais dit, polyglotte, elle parle plusieurs langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, l'hébreu et le portugais. Elle est conférencière internationale sur les thématiques notamment de la surface oculaire et de la contactologie. Elle est aussi impliquée dans le bénévolat. Elle a mené une campagne de dépistage en Afrique du Nord, notamment au Maroc, où elle a contribué à dépister, en même temps à prendre en charge un certain nombre de déficients visuels. Elle exerce ses activités cliniques au Miami Contact Lens Institute et au Weston Contact Lens Institute. Alors, bien sûr, ce sont les lieux où elle exerce son activité d'optométriste. Là, j'ai pris un petit pêle-mêle. Sur le fond, nous avons la belle ville d'Essaouira, qui a quelque part des repères historiques pour Dr Kramer. Elle est en train de sourire. J'ai fait ma propre recherche. À gauche, il y a l'école d'optométrie de l'Université de Montréal, et puis les autres endroits où elle est passée pour avoir cette expertise. Elle est non seulement experte, mais elle est talentueuse comme pianiste, virtuose. Elle va nous interpréter majestueusement la sécheresse oculaire décodée. Le piano est à vous, conduttore donna, comme on dit en italien, chef d'orchestre. À vous, Dr Kramer. J'arrête mon partage. C'est à vous. The scale is yours. Oui, je cherche juste ma présentation. Attendez un instant. Alors, voilà. Oui, alors, merci pour l'introduction. Mon grand-père est de Essaouira, Mogador, et mon
et ma grand-mère est de Marrakech, ma mère a grandi à Marrakech. Donc, c'est sûr que l'arabe, c'est une langue que je vais prochainement apprendre, peut-être d'ici l'année prochaine. Mais merci pour cette invitation prestigieuse. C'est mon plaisir, un honneur aujourd'hui de vous parler de la sécheresse oculaire. Comme vous savez, la sécheresse oculaire est un problème au niveau mondial. C'est un problème qui affecte beaucoup, beaucoup de personnes. Surtout maintenant avec toutes les personnes qui travaillent sur des dispositifs électroniques à cause de Covid, de chez eux. Ça augmente aussi la sécheresse oculaire. Et avec le vieillissement de la population, on voit de plus en plus de sécheresse oculaire. Et maintenant, on a plein de technologies disponibles. On a des gouttes, on a des différents traitements qu'on peut faire. Et c'est important de savoir quand les prescrire, quand les faire. Et voilà, l'objectif donc de ma présentation, c'est vraiment de vous donner un petit peu d'informations, de pouvoir vous guider euh, et savoir quand impliquer ces différents traitements. Donc, je vous montre ma divulgation financière. Alors, j'espère que vous connaissez cette étude. C'est une étude très importante qui s'appelle TFAS-12. Et ce que j'aime de cette étude, bon, la première chose, c'est que c'est facile à lire parce qu'il y a un résumé qui est assez simple et court et concis, qui explique vraiment quelle est la sécheresse oculaire, la définition. Et ce que j'aime, et parle de divers traitements et de comment gérer en fait la sécheresse oculaire. Donc, si on regarde bien la définition officielle, j'adore cette définition. C'est la sécheresse oculaire est une maladie multifactorielle de la surface oculaire caractérisée par une perte d'homéostasie. Donc, la perte d'homéostasie, c'est vraiment un point clé de la sécheresse oculaire. C'est en fait une perte d'équilibre de la surface oculaire avec tous nos traitements, on va essayer d'obtenir. Et c'est une perte d'homéostasie du film lacrymal est accompagnée de symptômes oculaires dans lesquels l'instabilité et l'hyperosmolarité du film lacrymal, l'inflammation et les dommages de la surface oculaire, les anomalies neurosensorielles jouent un rôle étiologique. Donc, je pense que c'est la définition plus compréhensive et plus complète qu'on n'a jamais eue de la sécheresse oculaire. Et pour ça, j'aime bien. Mais une autre chose importante de cette étude, c'est le graphique que vous pouvez voir ici. C'est en anglais. Je pense que cette étude a été traduite en français aussi. Mais ce que ça nous indique, c'est comment gérer nos patients s'ils ont des symptômes, s'ils n'ont pas des symptômes. Par exemple, si on voit que la surface oculaire est endommagée, qu'elle est sèche, mais que le patient n'a pas de symptômes, on peut penser à une kératite neurotrophique, n'est-ce pas? Mais si on voit qu'il y a des symptômes et des signes, alors là, on peut penser à sécheresse oculaire. Et c'est important de savoir que dans la sécheresse oculaire, il y a deux sortes vraiment. Il y a par déficience aqueuse et aussi évaporative. Et des fois, ça peut être une combinaison des deux étiologies. Et comme j'ai dit avant dans la définition, le point plus important, c'est de restaurer en fait l'homéostasie de la surface oculaire. Donc, peu importe le traitement, c'est vraiment ça ce qu'on essaye d'obtenir. On peut voir ici dans ce graphique, dans ce schéma, que alors ADDE, là à gauche, ADDE, c'est déficience aqueuse. Et à droite, le EDE, c'est évaporatif. Donc, on peut voir que peu importe la cause sous-jacente, on peut voir que le cycle est pareil, qu'il y a de l'inflammation. Évidemment, quand il y a une déficience aqueuse, il n'y a pas assez de larmes. Et dans l'autre évaporatif, il y a assez de larmes, mais elles évaporent trop rapidement ou excessivement. Et peu importe la cause, comme j'ai dit, le cycle est pareil. Il y a beaucoup d'inflammation. Et c'est un cercle vicieux parce que plus il y a d'inflammation, plus il y a du dommage au film lacrymal et de l'instabilité.
Et plus il y a du dommage, plus il y a d'inflammation. Donc, ça continue vraiment dans un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'il faut chercher à interrompre le cercle avec nos traitements. Alors, quelle est la sécheresse oculaire évaporative? Donc, on sait que ça peut être lié aux paupières, par exemple, déficience des glandes de mébomus, ou à cause du clignement, si c'est un clignement incomplet, s'il y a un problème, une pathologie des paupières. Aussi, ça peut être lié à la surface oculaire. Par exemple, si on introduit une lentille cornéenne, par exemple, un verre de contact, ça peut aussi exacerber l'évaporation. La question est, est-ce que c'est vraiment lié à l'âge? On sait que dans 78% à 86% des cas, c'est relié à l'âge, mais on voit de plus en plus dans des jeunes patients des symptômes et des signes de sécheresse oculaire. Et les signes et les symptômes sont des mangeaisons, douleurs, épiphoras, donc des larmes, rougeur, mébum épaissi, kératite ponctuée superficielle, diminution, réduction du break-up time, du tear film break-up time. Et ce qu'on voit dans le MyBum, l'huile qui sort des glandes de mébomus, c'est une réduction de terpénoïdes, augmentation de protéines et donc des sécrétions épaissies. Et ce qui arrive quand on a des sécrétions épaissies, c'est qu'il y a un bouchage des glandes. Et c'est vraiment le bouchage qui cause la dégénération des glandes de mébomus et donc blépharite postérieure, sécheresse oculaire. Donc, si on regarde bien dans le meibum qui sort des glandes de mébomus, et s'il y a une dégénération ou déficience des glandes de mébomus, on va voir quelque chose comme ça. Il y a vraiment deux façons de regarder les glandes de mébomus. On peut faire une expression manuelle ou bien on peut faire une expression avec l'aide d'un dispositif qui s'appelle Meibomian Gland Evaluator. Moi, personnellement, je préfère faire une expression manuelle, comme vous voyez dans la vidéo en bas. Ça nous montre un petit peu plus la composition du MyBum, tandis que le test en haut est un peu plus, il faut appuyer un petit peu moins et donc le MyBum ne sort pas comme dans le vidéo du bas. Donc personnellement, je préfère le faire manuellement, mais vous pouvez décider ce qui vous convient et ce que vous préférez. D'autres tests qui sont utiles, évidemment, c'est l'imagerie des glandes de mébomus en cabinet, donc la mybographie. La mybographie peut se faire avec un transilluminateur. C'est un test qui a été fait depuis 40-50 ans. Vous pouvez voir les glandes de mébomus là dans la photo à droite. Mais aussi, c'est bien aussi d'avoir un dispositif ici aux États-Unis et je pense au Canada. Je ne sais pas là-bas si vous avez des instruments qui regardent les glandes de mébomus. Normalement, c'est des équipements qui ont les lumières infrarouges qui nous aident à visualiser en fait les glandes de mébomus. Donc, il y a différents dispositifs. Mais ce qui est bien de ça, c'est qu'on peut vraiment prendre des photos, on peut les montrer à nos patients, on peut monitorer la progression de la dysfonction, de la condition. Et vous savez, comme les dentistes qui prennent des radiographies des dents et qui montrent à leurs patients les radios, c'est un petit peu pareil parce que ça aide vraiment à commencer un traitement quand on est capable de prendre des photos et de les montrer à nos patients. Aussi le biofilm. Alors le biofilm, c'est une accumulation de bactéries sur le bord libre ou les cils et les paupières. Donc ça peut évidemment exacerber l'évaporation. Donc c'est important aussi de prendre soin non seulement des glandes de mébomus, sinon aussi de l'hygiène des paupières. Donc, comme traitement, l'éducation est primordiale. Les patients peuvent faire beaucoup de traitements chez eux à la maison.
par exemple, les compresses d'eau chaude ou tiède, les comprimés de oméga 3 qui aident avec inflammation générale. Et il y a beaucoup d'études qui démontrent que l'oméga 3 et l'huile de poisson aident beaucoup avec l'inflammation reliée à la sécheresse oculaire. L'hygiène des paupières qui peut se faire aussi à la maison. Et les gouttes, évidemment sans agent de conservation, des gouttes des larmes artificielles pour aider à lubrifier la surface oculaire. Donc, c'est important d'éduquer nos patients, de leur montrer l'importance de faire ces traitements. C'est des traitements qui sont... Bon, ça ajoute du travail pour nos patients, mais comme ils se brossent les dents tous les jours, ils peuvent aussi faire des traitements chez eux, surtout s'ils ont beaucoup de symptômes. Je pense que les patients, ils sont très contents de pouvoir faire quelque chose de proactif à la maison pour euh, pouvoir prendre soin de leurs problèmes. Il y a aussi des traitements qu'on peut faire à l'intérieur du bureau. Donc, ici, on a le LipiFlow, le IPL, TearCare et le MyBoflow. Donc, c'est 4 traitements différents qui font plus ou moins la même chose. Ce qu'ils font, c'est qu'ils stimulent le mébum de sortir des glandes de mébomus, ce qui débouche les glandes, ce qui restaure la fonction des glandes de mébomus, ce qui prévient l'évaporation des larmes, ce qui aide avec la sécheresse oculaire. Donc, c'est un effet indirect de prévention, mais c'est quelque chose qu'on peut très facilement faire dans le bureau et les patients, ils voient vraiment une différence. Ces traitements-là peuvent se faire 1 ou 2 fois par année et ça n'empêche vraiment pas que les patients peuvent continuer le traitement chez eux avec les traitements prescrits dont je vous ai parlé dans l'étape précédente. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on peut ajouter si c'est vraiment un cas plus avancé de dysfonction. Il faut aussi regarder les cils, comme j'ai dit, le biofilm, mais aussi pour chercher pour le Demodex. Demodex folliculorum, c'est en fait des parasites qui peuvent infiltrer les cils et qui peuvent vraiment, vraiment causer des symptômes d'irritation à la surface oculaire. On peut les voir avec une suspicion clinique ou une lampe à fente. Et vraiment, c'est la comorbidité de la dysfonction des glandes de mébomus et le Demodex. Ça existe et il faut vraiment chercher. Évidemment, comme j'ai dit, le diagnostic vrai se fait avec un microscope, mais la vérité, c'est qu'on ne fait pas vraiment ça en clinique, en pratique privée. Donc, c'est bon de pouvoir juste avoir une suspicion clinique et le diagnostiquer. Le traitement pour ça, c'est évidemment l'hygiène paupière, mais spécifiquement avec une solution qui contient l'huile qui a terpène, terpinène 4-ol, qui est le tea tree oil en anglais. Donc ça, vous pouvez trouver dans beaucoup de solutions pour nettoyage des paupières et des cils. Pour les larmes artificielles, ce qu'on cherche de faire quand on parle de blépharite postérieure ou de dysfonction des glandes de mébomus ou de sécheresse oculaire évaporative, c'est qu'on cherche vraiment des larmes artificielles qui améliorent la qualité des lipides, donc qui ont des huiles minérales, des phospholipides, huile de castor, et ils sont conçus pour améliorer la stabilité des larmes, pour prévenir l'évaporation des larmes et donc parce que ça complète la carence des lipides naturels. Donc, c'est important de chercher des larmes avec lipides. Donc, on peut voir ces différentes solutions qui sont disponibles ici. J'imagine que vous avez ça ou l'équivalent là-bas. Mais évidemment, avec lipides, comme j'ai dit, c'est important pour ce type de conditions. Donc, on a parlé d'hygiène, de larmes artificielles. Je vais vous parler d'exercices de clignement. On a parlé de comprimés oméga 3.
S'ils portent des lentilles, c'est important évidemment de maximiser ou optimiser la surface oculaire pour recevoir ce corps étranger, ce qui est une lentille et un verre de contact. Compresse d'eau chaude, des fois des médicaments, on va en parler éventuellement. Des fois des masques pour dormir. Donc, si un patient qui n'arrive pas à fermer les yeux proprement, qui a un petit peu de difficulté à fermer les yeux, des fois, un masque, quand on dort, ça peut aider à prévenir la sécheresse nocturne. La règle 20-20-20, c'est quelque chose qu'on recommande souvent et ça peut aider même les jeunes qui n'ont pas vraiment de dysfonction de glande, mais qui ont déjà des symptômes à cause qu'ils utilisent beaucoup de dispositifs électroniques, digitales. Donc, ce qu'on recommande, c'est chaque 20 minutes de prendre une pause de 20 secondes, donc une pause très courte et regarder à 20 pieds et juste cligner, relaxer un petit peu et se rappeler de cligner. En fait, cligner, c'est très important. Il y a des exercices qui sont faits et des fois, quand on est vraiment concentré sur un écran, on ne cligne pas assez. Donc, faire des exercices de clignement, ça peut vraiment aider juste en ça, avec l'évaporation des larmes. Donc, c'est important. Le clignement, c'est vraiment, c'est quelque chose qui devrait être involontaire, évidemment, mais des fois, c'est interrompu par les écrans digitales, le travail et d'autres choses. Donc, vraiment important de de faire ça. Euh, donc, on va passer maintenant. Je vais prendre des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez que je prenne des questions maintenant ou plutôt à la fin de la présentation. Mais je peux regarder s'il y a des questions, mais j'en vois pas jusqu'à présent. Donc, on va continuer. Euh, donc, la sécheresse oculaire par déficience aqueuse, euh, c'est causé par une infiltration inflammatoire de la glande lacrymale. Des fois, c'est très sévère et c'est à cause du syndrome de Sjögren. Des fois, c'est un petit peu moins sévère quand c'est pas relié au syndrome de Sjögren. Et ce qui arrive, c'est encore une fois inflammation qui provoque à la fois un dysfonctionnement ou destruction des cellules épithéliales acineuses et canalaires. Et les lésions épithéliales et le glaucocalix défectueux, la perte de volume lacrymal, de mucine, de cellules calciformes, entraînent une augmentation des dommages par friction, donc avec le clignement évidemment, et des symptômes liés à la friction. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a une hyperosmolarité, mais cette fois-ci pas reliée à une évaporation excessive, sinon cette fois reliée à des lésions épithéliales causées par la sécheresse oculaire. Donc, c'est très douloureux. Alors, j'ai écrit SODA, ça c'est sécheresse oculaire par déficience aqueuse. Euh, et ça cause l'inconfort, augmentation de fréquence du clignement, augmentation de réflexes compensatoires et sécrétion lacrymale. Donc, ce que je fais beaucoup de fois dans ces cas, c'est que je donne un questionnaire. Ce questionnaire, on peut le trouver sur Internet en PDF. Il y en a plusieurs. Il y a le OSDI, qui est Ocular Surface Disease Index. Et sinon, il y a aussi il y a Speed Test. Et les deux nous donnent un score, en fait, des symptômes de nos patients, nous disent plus ou moins à quel point nos patients sont symptomatiques. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est quand est-ce que ça dérange nos patients. Est-ce que ça le dérange le matin, l'après-midi, à la fin de la journée? C'est important de savoir parce que ça va nous gérer un petit peu dans quelle direction on veut traiter nos patients. Les autres tests que j'aime faire sont les tests avec coloration, donc avec l'hysamine, le verre de l'hysamine, qui nous montre vraiment les cellules mortes et dévitalisées sur la conjonctive. Et après, nous montre aussi Lid Wiper Epitheliopathy, ce qu'on peut trouver vraiment dans des patients qui portent des lentilles. C'est vraiment causé par la friction de la paupière avec la lentille.
et ça peut vraiment exacerber les symptômes de sécheresse oculaire, euh, ce qui a été démontré dans plusieurs études. Il y a aussi la fluorescine. La fluorescéine, c'est quelque chose qui nous montre les cellules dévitalisées mortes sur la cornée, donc aussi quelque chose de très important. Et d'autres tests qui peuvent se faire, c'est ici aux États-Unis, et je suis sûre que vous en avez aussi. C'est un test d'hyperosmolarité, comme vous voyez en haut et à droite. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'inflammation, la quantité d'inflammation d'hyperosmolarité sur la surface oculaire. C'est un test qui peut se faire très rapidement. En bas et à gauche, vous voyez le test de Shaw. Donc, ça, c'est un test qui va nous aider à diagnostiquer le syndrome de Sjögren. C'est avec le sang que ça se fait, des prises de sang. Auparavant, le syndrome de Sjögren, ça prenait à peu près 10 ans pour diagnostiquer proprement. Maintenant, avec des tests plus modernes, ça prend beaucoup moins de temps. Le test que vous voyez en haut à gauche, c'est le test de phénol rouge. Et le test de Shermer que vous voyez en bas à droite, c'est des tests qui nous montrent à quel point on a le volume de larmes. Et les tests nous indiquent si on a un bas volume ou un volume normal. Et ça peut nous aider à diagnostiquer évidemment la sécheresse oculaire par déficience aqueuse. Encore une fois, larmes artificielles sont considérées comme un traitement de première ligne pour la sécheresse oculaire. Ce que ça fait ici, c'est que ça augmente le volume des larmes. Alors là, ce qu'on essaye de faire, c'est pas vraiment améliorer la qualité, comme dans la sécheresse oculaire évaporative, mais ici, augmenter le volume, donc la quantité, la viscosité, le pouvoir lubrifiant, le temps de retention sur la surface oculaire. Et ce qu'on a plusieurs fois, c'est des ions inorganiques et ils peuvent contenir des électrolytes qui sont trouvés dans des larmes normales. Alors, ce que ça fait, c'est que ça agit en outre pour remplacer l'une des actions de la composante mucine des larmes. Il y a beaucoup de polymères qui sont couramment utilisés, alcool polyvinylique, cellulose semi-synthétique, par exemple la méthylcellulose, hydroxyméthylcellulose, hydroxycellulose, acide hyaluronique, par exemple. Donc, il y a différents ingrédients. D'autres ingrédients, ça serait le glycérine qui s'utilise aussi. Et il y en a qui ont d'autres propriétés ou plusieurs ingrédients différents. Par exemple, le fresh coat, ici, c'est sans agent de conservation. Polyvinyl, alcool polyvinylique, providone, et a une pression ou augmente la pression oncotique de la surface oculaire, ce qui aide aussi avec l'œdème cornéen. Donc, plusieurs bénéfices d'utiliser cette goutte. Les gels. Donc, par exemple, si j'ai un patient qui se plaint de sécheresse le matin au réveil, ça serait quelqu'un qui serait un bon candidat pour utiliser un gel. Les gels sont épais et normalement réservés à usage nocturne parce qu'ils embrouillent la vision, peuvent être collants aussi. Euh, et ce que ça fait, donc, c'est que ça crée comme une couche entre l'œil et l'air, donc ça prévient la sécheresse de la surface oculaire. C'est bon surtout si le patient aussi a un problème d'anatomie des paupières. Évidemment, si un lag ophtalmos, par exemple, c'est un bon cas pour ça aussi. Donc, qui sont plus visqueux, excusez-moi, et ont des temps de rétention plus longs. Donc, des petits conseils, ça serait pour les patients, c'est de toujours utiliser des gouttes sans agent de conservation. Je sais qu'il y a beaucoup de gouttes, il y en a beaucoup qui contiennent des agents de conservation. Le problème, c'est qu'on sait, à cause de nos traitements de glaucome, que les agents de conservation peuvent vraiment abîmer la surface oculaire, peuvent exacerber la sécheresse oculaire. Donc, pourquoi les mettre dans les larmes artificielles? Il faudrait utiliser des larmes artificielles vraiment sans agent de conservation
afin de pouvoir optimiser la surface oculaire. D'autres choses, c'est qu'il faut dire aux patients de vraiment pas partager leurs gouttes avec d'autres personnes. Et s'ils utilisent une bouteille, c'est important de les jeter après à peu près 28 à 30 jours pour pas qu'ils se contaminent. Occlusion du punctum lacrymal, c'est quelque chose d'autre qui devrait être fait automatiquement. Avec les larmes artificielles, l'occlusion du punctum lacrymal, c'est vraiment le traitement de base pour la sécheresse oculaire par déficience aqueuse. Lentilles sclérales, vous savez très bien que je travaille avec beaucoup de lentilles de spécialité, dont les lentilles sclérales. Ce que ça cause, c'est des maladies graves de la surface. Ça aide avec des maladies graves de la surface oculaire. Donc, par exemple, dans ce cas d'une femme caucasienne de 70 ans avec sécheresse oculaire sévère, vous voyez beaucoup de staining sur la surface cornéenne, prise de fluorescéine. On peut regarder les lentilles sclérales, ça crée vraiment un oasis sur la surface oculaire. Donc, vous voyez le réservoir lacrymal qu'on peut créer entre la lentille et la cornée, ce qui protège la surface oculaire, qui peut restaurer, la surface oculaire. Désolée, est-ce qu'il y a une question? Ok. Euh, la lentille sclérale, ça restaure la surface oculaire, ça régénère en fait et ça protège la surface oculaire. Donc, vous pouvez voir avec cette même patiente de 70 ans comment elle s'est améliorée la surface oculaire avec une lentille sclérale. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de gouttes sous prescription. Donc, toutes les gouttes qu'on prescrit pour la sécheresse oculaire sont pour empêcher ou traiter l'inflammation. Donc, on sait que l'inflammation est quelque chose qui est présente dans la sécheresse oculaire. On l'a vu quand on a parlé du typhos. Donc, ce qu'on a dans la sécheresse oculaire, c'est une expression accrue de plusieurs marqueurs inflammatoires comme LFA, ICAMS, qui est la molécule d'adhésion intercellulaire 1, antigène leucocytaire humain ou HLA-DR. Et ce qui arrive, c'est que ces marqueurs inflammatoires vont activer les cellules T et les cellules T vont donc relâcher plein de cytokines qui peuvent causer beaucoup d'inflammation sur la surface oculaire, ce qui cause des symptômes et du dommage. Donc, on parle de cyclosporine. La cyclosporine a été utilisée pendant des années pour l'arthrite rhumatoïde, la psoriasis, et ça réduit la quantité de marqueurs inflammatoires. Quand on parle de la surface oculaire, on n'est pas exactement sûr du mécanisme d'action, mais on sait que ça peut aider à augmenter la production naturelle de larmes et augmenter la différenciation des cellules calciformes. Dans certaines molécules nouvelles, on a une technologie qui s'appelle NZEL, qui améliore la livraison parce qu'il y a une partie hydrophobe et à la fois hydrophile, ce qui permet une meilleure pénétration dans la surface oculaire. Il y a un véhicule qui permet la pénétration de cette goutte dans la surface oculaire. L'ifidgrase, c'est une autre molécule on n'est pas très sûr du mécanisme d'action, mais on sait que ça peut empêcher la formation d'une synapse immunologique qui, sur la base des études in vitro, peut inhiber l'activation des cellules T. Donc, si on inhibe l'activation des cellules T, on inhibe le relâchement de cytokines inflammatoires qui causent les symptômes et les signes.
Donc, c'est indirect, c'est sûr, mais c'est dans le cercle. On rentre dans le cercle d'inflammation et on interrompt le cercle vicieux. Les stéroïdes aussi, donc évidemment, réduisent l'inflammation, n'est-ce pas? Donc, ils auraient une influence positive sur la sécheresse oculaire. C'est plus efficace que les non-stéroïdiens et peuvent diminuer les cellules LADR positives et sévérité des symptômes. Ici, aux États-Unis, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu l'autorisation de la FDA pour utiliser les stéroïdes pour la sécheresse oculaire. Jusqu'à maintenant, on a un nouveau produit qui est l'Otprednol étabonate, qui est approuvé pour le traitement à court terme. Évidemment, c'est des stéroïdes, donc toujours à court terme, non, parce qu'ils ont des effets secondaires. Donc, pour des flares, ça veut dire comme des crises d'œil sec. Donc, Izuvez, ça peut être utilisé pour ça. Regenerize, c'est une autre goutte qui a été récemment développée, qui a beaucoup d'hormones, de croissance, de protéines qui aident à restaurer la surface oculaire. Donc, un autre exemple de ça, ça serait le sérum autologue, ce qui est fait du sérum du sang propre d'un patient. Donc, ça peut aider à maintenir un film lacrymal sain et stable. Il y a de la vitamine A. Et donc, tout ça, ça aide à régénérer la surface oculaire. Donc, pas juste empêcher l'inflammation ou traiter l'inflammation, sinon aussi aider à la régénération. Et les larmes de sérum autologue se font dans un laboratoire. Le patient fait une prise de sang et ce sang-là, il est mis dans un centrifuge et on le fait tourner et après on sépare en fait le sérum des protéines et du sang. Et ce qu'on utilise, c'est vraiment le sérum pour produire des larmes. Les larmes, ces larmes-là, ces gouttes sont sans agents de conservation, évidemment, et seulement le patient peut utiliser ça, évidemment. Donc, pour la sécheresse oculaire, il faut vraiment identifier la cause sous-jacente. Il faut voir est-ce que c'est plutôt neurotrophique. Dans le cas d'un cas neurotrophique, ce serait un patient qui n'a pas vraiment de symptômes, mais qui a beaucoup de signes de sécheresse oculaire. Le suivi, ça dépend vraiment de la sévérité. Donc, ça, c'est juste mes recommandations à moi, comment je le fais chez moi dans mon bureau. Donc, si c'est une sécheresse légère, chaque année ou chaque 8 à 12 mois, c'est bien. Si c'est plutôt une sécheresse modérée, 2 fois par année ou 3 fois par année, c'est bien de les suivre. Si c'est très sévère, je dirais 4 à 6 fois par année, c'est bon de faire un suivi chaque 1 à 3 mois. Et pendant un flare ou une crise de sécheresse oculaire, c'est important de suivre les patients toutes les 2 semaines. Et sans agent de conservation, ça c'est vraiment, vraiment important parce que nos patients, vraiment comme j'ai expliqué, les agents de conservation sont nocifs pour la superficie oculaire, la surface oculaire. Donc, c'est mieux toujours d'utiliser des gouttes sans agent de conservation. Et cocktail, donc cocktail, des fois, il faut mélanger. Il faut faire des combinaisons différentes pour différents patients. Des fois, c'est des stéroïdes, des fois, c'est de cyclosporine, des fois, c'est des larmes artificielles. Donc, il faut un petit peu mélanger, voir qu'est-ce qui fonctionne chez nos patients. Ce n'est pas juste un traitement, c'est beaucoup de traitements qu'il faut faire avec le but de restaurer l'homéostasie de la surface oculaire. Donc voilà, avec ça, je termine et je suis présente s'il y a des questions ou des commentaires. Merci. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup. C'était une très belle présentation. C'est la deuxième fois que je la vois parce que j'ai assisté à votre présentation à Wu University chez Stéphanie, donc il y a quelques semaines cela. Donc c'est réellement agréable de revoir la présentation en langue française.
Juste quelques observations avant de donner un petit peu la parole un peu aux gens qui veulent intervenir. L'intérêt que nous portons à la sécheresse oculaire est un intérêt pratique parce que nous équipons en lentilles de contact beaucoup de patients et que ça va de soi que là, nous interférons un petit peu dans la normalité de la surface oculaire. Et par votre compétence, nous avons un certain nombre d'impacts. Nous impactons un petit peu cette surface. Et cela va de soi que pour les gens qui sont un peu de ma génération, je pense à mon ami René, nous avons donc commencé à adapter dans les années 80 avec des lentilles souples hydrophiles, c'était de l'hydrogène. Et puis nous avons constaté par la suite qu'effectivement, on avait constaté que chez des sujets patients jeunes, ils commençaient déjà à présenter des signes de sécheresse oculaire récurrente. Et ça a continué pendant assez longtemps, ce qui a un petit peu intéressé par la suite les optométristes à un petit peu observer cela. Il y a aussi le fait que la sécheresse oculaire, aujourd'hui, on la retrouve y compris chez les adolescents, notamment chez les utilisateurs d'interfaces digitaux, digital plutôt, et qui est dans tout ce qui est portable, écran, etc. Et que ça va de soi que nous sommes interpellés un petit peu à faire de temps en temps des évaluations. La question, je voudrais aborder un autre aspect, peut-être qui n'a pas été très détaillé. Il y a d'abord la première section, c'est un petit peu les facteurs de risque liés à la sécheresse oculaire. Et le deuxième aspect, c'est que depuis quelques années, on utilise de la lumière, notamment pour traiter, notamment les glandes de Meibomius, pour les traiter. Et il y a eu l'IPL, qui était considéré comme étant un petit peu invasif. Ensuite, il y a eu le LLLT, donc Low Level Light Therapy. Donc, moi-même, j'ai été intéressé par ce dispositif. Il y a quelques mois, il y a 2 mois de cela, je viens de l'acquérir et j'ai commencé à l'utiliser. Il est composé de 2 systèmes, un système un petit peu d'évaluation. C'est pour évaluer un petit peu l'état, notamment des glomérules. Il a aussi un dispositif qui permet de voir les démodex, parce qu'il y a un grossissement qui peut aller jusqu'à 1000 fois. Ensuite, il y a un masque qui est utilisé, le Meibomius masque, qui dans sa face interne, il y a un certain nombre de diodes qui vont émettre de la lumière. C'est un petit peu pour réhabiliter, parce que tout le problème que nous avons, c'est que la panoplie de l'arme artificielle sont des produits qui vont bien sûr aider énormément les personnes qui ont des sécheresses oculaires, mais au fait, on ne résout pas le problème de la sécheresse oculaire. Dès que les gens arrêtent les agents mouillants, et je vous remercie pour avoir détaillé, parce que en Algérie, de là où je parle, nous avons pratiquement aujourd'hui 4 types d'agents mouillants. Il y a un qui vient d'être habilité à être commercialisé, c'est celui d'Avisor, mais nous avons celui de Jomjoma, c'est le High Fresh, qui est le patent américain. On a l'Aqualarm de Bausch et Lomb et on a le Théalose de laboratoire Théa. Donc on a probablement les composants peut-être sont similaires, mais les dénominations sont différentes. Alors, la question, donc je vais à la question directement. De votre point de vue, Dr Kramer, est-ce que cette histoire de photobiomodulation et de photomodulation, parce que j'ai fait une petite revue de littérature, il y a beaucoup de controverses, notamment j'ai lu un article d'un ami qui est Eric Papas, qui est en Australie. Il vient de rédiger un article qui m'a envoyé, donc, qui cite en fait tant qu'il n'y a pas eu d'études en double blind, double aveugle, pour pouvoir un petit peu voir réellement est-ce que ça impacte ou ça n'impacte pas. Tout ce qui est publié aujourd'hui comme travaux cliniques reste relativement sous réserve. Quel est votre point de vue, Dr Kramer? Alors, je suis d'accord avec le fait qu'il faut avoir de l'évidence avant d'introduire une certaine technologie dans nos bureaux. Tout ce que je fais chez moi, ça a l'évidence que ça fonctionne. Il y a des études qui montrent que l'IPL fonctionne.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui se font en ce moment, qui montrent que la photothérapie, ça fonctionne. Donc, je pense avec la quantité d'informations qu'on a en ce moment, ça fait du sens d'introduire une technologie comme ça. Évidemment, ça doit être répété pour nos patients pour que ça fonctionne selon les études. Mais évidemment, plus d'études qu'on a, plus c'est utile et plus on peut le recommander. Dans l'étude que je vous ai parlé, TFOS-12, il parle de ça, de IPL et d'autres traitements. Donc, c'est quelque chose qui est relevant, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous que les larmes artificielles ne sont pas suffisantes du tout. Les larmes artificielles, je compare ça un petit peu à arroser une plante dans le désert. Donc, ça fonctionne pour 2 minutes et après, il y a de la sécheresse encore. Parce que c'est pas un traitement, c'est comme, euh, c'est comme Advil quand on se sent pas bien. C'est pas un traitement, ça ne traite pas le problème sous-jacent. C'est quelque chose qui aide avec les symptômes dans le moment, mais il faut vraiment traiter le problème sous-jacent. Donc, pour moi, si vous avez un traitement comme ça que vous faites dans votre clinique qui a de l'évidence, c'est très bien, à mon avis. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a peut-être une question dans le volet discussion parce que voilà, c'est des remerciements. Et puis il y a une personne qui vous dit qu'elle aussi d'Essaouira. D'accord? Ah, ok. Je ne sais pas, René, si tu as des observations ou des questions, ou bien Monsieur Rahou. Je réitère, puisque je l'ai écrit, les remerciements pour cette magnifique présentation, voilà, qui est bien, bien documentée avec toutes ces animations. Donc, c'est très agréable à voir et à écouter. Bon, il faut le souligner. Après, quelques petites remarques ou quelques petites questions en même temps. J'ai vu que vous parliez du Schirmer. Alors, moi, chaque fois que je vois le Schirmer, ça me fait un peu hérisser le poil parce que je ne suis pas certain que ça soit, comment dire, enfin, de tous les travaux qui ont été faits sur les larmes, etc., on considère que c'est quelque chose qui est invasif, avec des guillemets, voilà. Et donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu obsolète. Heureusement, j'ai vu en parallèle que vous avez parlé du fil rouge phénolé, donc ça m'a rassuré. Mais bon, personnellement, le Schirmer, je l'ai abandonné depuis très, très longtemps, que ce soit le Schirmer 1 ou Schirmer 2, on les a complètement abandonnés. Et puis bon, je fais peut-être partie de la génération, et ça c'est lié bien sûr à nos amis et confrères, donc Guillaume, je fais partie de la génération Tierscope. Alors je ne sais pas si le Tierscope, vous le connaissez, vous l'avez utilisé. Je sais qu'il n'est plus fabriqué par Killer actuellement, mais il y a des versions qui existent, qui ont été faites, je crois, en Italie ou dans des pays comme ça, peut-être d'Europe. Je ne suis pas certain qu'en Amérique du Nord, il y ait des équivalents. Alors c'est vrai que je reste un fan de la tierscopie, et parce que ça permet de bien analyser les choses. Et puis, donc là, évidemment, ça concerne la couche lipidique. Après, tant que j'y suis également, tant que j'y pense, vous avez parlé, donc bah, ça rejoint le même sujet, vous n'avez pas évoqué la mesure de la hauteur du film lacrymal. Je ne sais pas si vous pratiquez cela, c'est-à-dire sans aucune invasion, uniquement avec la lampe à fente, en faisant attention bien sûr de régler sa fente en hauteur pour ne pas éblouir et créer de réflexes lacrymales. Voilà des petites choses comme ça qui peuvent aider. Et puis, alors après, une autre question, si je peux me permettre, c'est qu'on n'évoque pas, et d'ailleurs dans l'étude que vous avez présentée dès le départ, qui est la référence mondiale, bien sûr, on ne parle pas de la couche mucinique. Alors, c'est vrai qu'on en parle peut-être plus spécifiquement, on en parlait lorsqu'on faisait les opérations donc, de chirurgie réfractive. C'est peut-être un petit peu maintenant démodé parce qu'on a d'autres techniques pour le faire et que du coup, les glandes de Mans souffrent un petit peu moins et qu'on a peut-être moins cette problématique. Mais j'aimerais bien avoir votre point de vue parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé au plan clinique en disant, bon, évidemment,
Le lipidique, je sais à peu près faire, j'ai l'instrument pour le faire. L'aqueuse, la couche aqueuse, je sais la mesurer. Mais la couche mucinique, ça, je suis plutôt embêté. Et puis, s'il y a une problématique, comment je vais restaurer cette couche qui me permet également quand même de servir d'ancrage par rapport au glycocalyx que vous avez cité dans votre présentation. Et s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette interface, ça ne peut pas fonctionner non plus. Et là, on est également en présence donc de SOS, de syndrome d'œil sec. Oui. Alors, très bonne question et commentaire, merci. C'est vrai, la mesure du ménisque lacrymal est très importante et recommandée. Tearscope aussi, c'est quelque chose qu'on a ici. J'ai pas mentionné tous les tests. J'ai mentionné un petit peu les choses un petit peu plus, peut-être, on va dire, traditionnelles. Le Schirmer, je le fais pas non plus. C'est quelque chose que, selon moi, est un petit peu inutile, même si c'est quelque chose qu'on a dans beaucoup d'études et qui reste vraiment quelque chose de historique ou de traditionnel, on va dire, mais c'est pas vraiment le test plus utile. Je pense que vous avez raison dans le sens que c'est peut-être mieux de regarder le volume du ménisque lacrymal ou d'utiliser un dispositif comme le Tearscope. J'ai mentionné Inflammadry. Pour nous, c'est un test qui mesure l'osmolarité. Donc, ça montre la quantité d'inflammation sur la surface oculaire. Et vraiment, le tear breakup, c'est quelque chose qui, je pense, qui reste très important. Et évidemment, d'autres tests, surtout, je dirais, le verre de l'hysamine et la fluorescéine sont très importantes aussi. Maintenant, pour la, la couche mucinique, je suis d'accord, il n'y a pas eu autant d'attention. On est plus focus dernièrement sur la couche lipidique, la couche aqueuse, qui sont plus volumineuses. Mais ça reste que le glycocalyx, les cellules qui produisent ça, et la couche mucinique reste très importante. Et d'après ce que j'ai compris, c'est relié à l'inflammation. Donc, c'est relié plutôt à la sécheresse oculaire par déficience aqueuse que celle évaporative et l'inflammation générale. Donc, même si on ne connaît pas le mécanisme d'action de beaucoup de nos médicaments ou on va dire gouttes, prescriptions pour inflammation, on sait que c'est possible que ces gouttes peuvent aider avec cette couche mucinique. Et évidemment, c'est pour ça aussi qu'on les recommande. Donc, moi, je dirais que la meilleure façon de restaurer ou de protéger la couche mucinique, c'est d'utiliser des anti-inflammatoires comme le cyclosporine, le fitigrast qu'on a ici et peut-être des stéroïdes dans des cas très sévères ou accrus. Merci. Je peux poser juste une ou deux questions comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont poser des questions. Donc, on essaie un petit peu de compléter la présentation que vous avez réellement maîtrisée, donnée avec une perfection. Je voulais juste aborder ces histoires de causes iatrogéniques de la sécheresse oculaire, notamment tout ce qui est impactant la surface oculaire. Et là, ma pensée va vers la chirurgie réfractive et vers ces nouvelles techniques de cross-linking EPI-off qui semble, c'est très récent, donc, mais j'appréhende que dans quelques années, on va en reparler et dire au fait qu'on a dans une population donnée qui a subi cela, nous avons eu des cas de sécheresse oculaire, etc. Je sais que le V-crossing a de grandes vertus, le CXL a de grandes vertus, mais toujours est-il que nous devons, à chaque fois que nous touchons un petit peu à la surface oculaire, nous devons nous attendre à ce qu'il y ait un impact sur la qualité de la surface oculaire, notamment sur la qualité du film lacrymal. Oui, alors, si vous regardez ici dans l'écran que j'ai mis, on voit
si on voit un patient qui est asymptomatique, mais qui a des signes oculaires, c'est quelqu'un qui devrait être traité avant la chirurgie. Pourquoi? Parce que s'ils font par exemple une chirurgie de cataracte, cross-linking ou un autre type de chirurgie qui induit de l'inflammation, là, ils vont certainement devenir symptomatiques. Et le problème, c'est qu'ils vont mettre la faute, ils vont remettre la faute sur la chirurgie et non pas sur une sécheresse oculaire préexistante. Donc, moi, je crois beaucoup à euh, la les cas précliniques aussi, les patients qui peuvent être symptomatiques, mais qui n'ont peut-être pas de signes, mais qui devraient être absolument traités avant une chirurgie, que ce soit cross-linking, que ce soit des cataractes, de glaucome, de rétine, n'importe quelle chirurgie oculaire, intraoculaire, même si chirurgie réfractive ils vont induire l'inflammation. Et donc, si on veut prévenir que le patient croit que c'est à cause de la chirurgie, il faut absolument traiter. Et je pense que traiter une sécheresse oculaire, soit préclinique ou asymptomatique, avant une chirurgie est vraiment primordial pour augmenter le taux de succès de notre chirurgie. Et le cross-linking, la majorité des patients qui font le cross-linking ont beaucoup de douleurs après la chirurgie. C'est une récupération un petit peu difficile déjà. Donc, si on peut optimiser la surface oculaire avant la chirurgie, ça serait mieux, beaucoup mieux pour le patient. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez, comment dire, ce traitement préventif que vous préconisez, que vous pratiquez dans l'État où vous exercez et ou dans les autres États des États-Unis et ou en Amérique du Nord, incluant le Canada? Parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est courant en Europe, on va dire. Alors, ça dépend, c'est cas par cas, mais si je vois un patient, par exemple, qui a des cataractes, mais qui a aussi la sécheresse oculaire, je vais le référer pour la... Parce que moi, nous, on est des optométristes, on ne fait pas de chirurgie ici, aux États-Unis, mais on gère les patients avant et après les chirurgies. Donc, si je vais référer un patient pour une cataracte ou une chirurgie de glaucome, ou que ça soit... Je sais que le chirurgien, il va probablement regarder la condition pour laquelle le patient a été référé et non pas les autres conditions. Donc, et comme spécialiste d'œil sec, mon devoir, c'est vraiment de chercher la sécheresse oculaire. Donc, je vais demander des questions aux patients. Est-ce que vous utilisez des gouttes? Est-ce que vous avez des fluctuations visuelles? Est-ce que vous avez de la douleur, de l'inconfort quand vous utilisez vos dispositifs électroniques? Parce que tout ça, ça va devenir pire. Ça va s'empirer après une chirurgie. Donc, je ne veux pas non plus que le patient pense que la chirurgie cause ces problèmes. Donc, oui, c'est quelque chose que je préconise, c'est quelque chose que je fais actuellement. Et il y a beaucoup d'optométristes qui sont dans la sécheresse oculaire, qui sont spécialisés dans la sécheresse oculaire, qui pensent comme moi, qui voient le bénéfice de traiter les patients avant être référés pour des chirurgies. Et s'ils arrivent prêts pour une chirurgie avec une bonne hygiène des paupières, des larmes artificielles, une surface oculaire optimisée, peut-être des traitements, des compresses, ils vont être prêts pour une augmentation d'inflammation induite par la chirurgie. On est tout à fait d'accord. C'est vrai que, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais est-ce que, comment dire, dans le clan donc, des ophtalmologistes, c'est quelque chose qui est admis? Ou alors on vous dit, bon, et bof, on verra Non, bien. Enfin, les quelle est chirurgiens, l'attitude? Est-ce que, dit d'une autre façon, est-ce que ça commence à rentrer dans les mœurs qu'il faut justement faire cette prévention? ça commence à rentrer, mais je dirais que c'est plutôt les ophtalmos qui se spécialisent dans la superficie oculaire, qui font ce type de traitement.
par exemple, les rétinologues ou les chirurgiens de glaucome, ils vont pas autant être concentrés sur la sécheresse oculaire qu'un chirurgien qui fait cross-linking, qui fait la chirurgie réfractive ou des chirurgies de cataracte. Donc, ça commence, c'est quelque chose qu'on essaye d'enseigner, qu'on veut que tout le monde adopte parce que vraiment, si on peut contrôler une inflammation avant la chirurgie, ça peut vraiment augmenter la réussite ou l'impression de nos patients. Les lignes bougent et tant mieux. Donc, les choses Ouais, évoluent et c'est une bonne chose. c'est ça. Je voudrais ajouter une chose, si vous permettez, docteur Kramer. C'est la question de. J'ai vu, je pense que c'était docteur Krapeki qui avait présenté un travail sur sécheresse oculaire et céphalée. C'est dans le cadre de la NeuroLens. Ah oui, alors ça, c'est, vous parlez de la sécheresse oculaire sans signe, donc neuropathique ici. Alors ça, c'est pas vraiment une sécheresse oculaire, ça, c'est plutôt un problème de douleur, comme neuropathique. Donc, ces gens-là ont une augmentation de sensibilité. Donc, c'est un petit peu le contraire d'une neurotrophique. Ils n'ont pas vraiment de signes, mais ces patients-là, ils ne vont pas vraiment bien répondre à des traitements comme des larmes artificielles, des compresses, des traitements, des lentilles sclérales. C'est des personnes qui vont vraiment avoir une sensibilité accrue et qui ont besoin d'être gérées ou traitées avec des gestions de douleur, donc euh, des oxycodones, des opioïdes, des choses un petit peu plus euh, pour la douleur et non pas pour la sécheresse oculaire. Parfait. C'est très bien. Ben, c'est très bien. Donc, moi, je pense que ce serait. J'ai eu un petit cas. C'est un enfant qui est né avec des séquelles, donc des malformations cérébrales, Mhm, avec une kéatopathie neurotrophique. mhm, Il a été pris en charge très tôt, mais après donc, un certain nombre de greffes amniotiques, bilatérales, ensuite une greffe de cornée, et ça a été un échec après échec, y compris avec le sérum autologue. Il m'a été orienté pour un équipement en lentille sclérale. Donc, c'est un enfant qui n'arrive même pas à ouvrir les yeux. On sait que la kéatopathie neurotrophique, il n'y a pas de lumière dessus, mhm, mais c'était réellement, il avait plusieurs handicaps, dont notamment le fait qu'il avait complètement des cornées qui étaient complètement opaques parce qu'il avait plusieurs ulcérations. Et il a été plusieurs fois admis en milieu hospitalier. Et par la suite, le dernier recours, c'était un petit peu, ils me l'ont envoyé pour l'équiper en lentille sclérale. J'avais discuté de cela avec Dr Dadi Fadel sur cette question. Et puis, on l'a équipé avec des lentilles ICD, avec un sac de 4800, si je me rappelle. Mais on l'a réorienté pour que il soit, que soit ses cornées soient imprégnées avec du sérum autologue. Donc mhm. maintenant, ça fait cela 2 mois. Est-ce que quand vous combinez, j'ai pris un cas extrême parce que j'ai vu une de vos publications sur la kéatopathie neurotrophique, la prise en charge d'un tel cas. Quand vous êtes en face de réellement un problème de surface, avec un problème de sécheresse oculaire subaiguë, avec un problème de sensibilité aussi, est-ce que en combinant les différentes méthodes, est-ce que vous pensez qu'on pourra probablement atténuer un petit peu l'impact de cette pathologie sur. Je sais que le pronostic est sombre parce que c'est des cornées qui étaient complètement oubliées. Oui. Mais le fait. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a une autre goutte sur le marché qui s'appelle Oxervate.
qui est pour aider avec la régénération des nerfs dans la cornée. Donc, entre les lentilles sclérales, cette goutte-là, et aussi il y a une chirurgie qui se fait, c'est neurotisation cornéenne qui se fait pour aider à régénérer les nerfs cornéens. Donc voilà, entre ces 3 traitements-là, je pense qu'on a un bon traitement en place. Maintenant, pour la kératite neurotrophique, si c'est relié à une paralysie du nerf 7, c'est important évidemment de faire des traitements d'occlusion le soir pour prévenir la lagophtalmie, des gels, des choses comme ça. Mais je pense que maintenant, avec l'introduction de nouvelles technologies de chirurgie et de gouttes, ainsi que les lentilles sclérales, on a de très bons traitements disponibles pour la kératite neurotrophique. Merci. Bon, merci beaucoup. C'est nous qui Merci, vous c'est nous qui vous remercions. Et on reste en contact. J'espère qu'on se verra en personne bientôt. Bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir à tous et à Au revoir. toutes.